Et puis, il y a surtout cette enquête de Jean-Pierre Petit, enquête sur les ovnis, voyage aux frontières de la science, avec une préface de Jacques Benveniste, qui, comme vous, a eu à subir quelques fous dans de la communauté scientifique. Alors, chez Albin Michel, il faut que je vous présente quand même, parce que ça donnera plus de sérieux, peut-être plus de poids à vos affirmations. Vous avez 53 ans, vous êtes diplômé de l'École nationale d'aéronautique de Paris. En 64, je crois que vous étiez ingénieur d'essai de fusée à poudre à la Société européenne de propulsion, donc la CEP. Ensuite, vous êtes entré au CNRS en 65, vous y êtes toujours. Vous êtes directeur de recherche, donc vous êtes un homme on ne peut plus sérieux. Et vous enquêtez sur les ovnis, et vous vous apercevez qu'il y a en France des blocages absolument terribles pour qu'on n'en parle jamais. Y compris, au passage, vous accrochez un groupe qui est supposé justement enquêter sur les ovnis de manière officielle et que vous n'avez pas l'air de porter dans votre cœur. Si vous voulez, il y a une chose, vous avez vu un petit peu l'actualité, c'est que le sujet OVNI, il est toujours présent. L'année dernière, il y avait des revues qui avaient publié des articles où on voyait que sont les ovnis devenus. Le sujet avait disparu finalement des premières pages des journaux, ça n'intéressait plus personne. Et puis depuis le mois de novembre 89, on a assisté à une vague tout à fait étonnante en Belgique, où il y a eu plus de 800 observations. Une enquête, un week-end précis, même voilà, toute la Belgique mobilisée. Il y a eu une observation, par exemple, ça a démarré le 29 novembre, il y avait 30 groupes de témoins, dont 3 patrouilles de gendarmerie, un douanier. Bon, parmi les témoins, vous avez des professeurs d'université, mais ils décrivent un peu tous la même chose. Alors, prenez par exemple ce qui se dit actuellement dans la presse française sur l'interprétation de ce phénomène. On entre dans un moment assez intéressant parce que, étant donné la coïncidence entre les témoignages de différentes personnes, on ne peut plus parler de fantasmes, on ne peut plus parler d'hallucinations, on est obligé de parler d'objets. Alors pour donner une interprétation en termes d'objets, on invoque, si vous voulez, un peu comme un exorcisme, cet objet-là. Est-ce qu'on peut le présenter un petit peu oui, à la caméra? La caméra bon, disons qu'on a peut-être vu un petit peu cet objet-là dans la presse. C'est le F-117A, c'est-à-dire le tout dernier avion. L'avion furtif. Alors là, j'ai reconstitué une maquette donc, de cet objet-là. On le voit en plan comme ceci. C'est un avion avec une forte flèche qui pèse 24 tonnes. Et dans la presse, on parle de cet appareil comme étant responsable des observations. Or, avec 17 tonnes de poussée et 24 tonnes de poids, je doute fort que cet appareil puisse voler à moins de 350 km/h, et surtout sans bruit. Et dans les documents techniques sérieux dont on dispose, il est dit que malgré sa poussée importante, il fait autant de bruit qu'un petit biréacteur d'affaires. Donc, vous voyez, là, il y a simplement une distorsion entre une réalité technique et l'interprétation qu'on en donne. Donc, il a dit il échappe au radar. Il échappe au radar, ça c'est une chose. Je veux dire que pour ce qui est du silence, et pour ce qui est du comportement, c'est un appareil qui ne peut absolument pas faire du stationnaire. Donc, en tant que scientifique, si vous voulez, simplement, moi, ce que je voulais dire, c'est que je demandais un peu plus de sérieux dans l'analyse des problèmes. Et en 15 années, j'ai réfléchi à cette question du mieux que je pouvais, sur différents plans, sur le plan de la mécanique des fluides, en me demandant si on pouvait voler à grande vitesse, à vitesse supersonique sans faire de bang, sur le plan de la cosmologie théorique, des théories relativistes, pour savoir si on pouvait aller d'une étoile à l'autre. Et j'ai donné dans ce livre la conclusion de mon enquête. Alors justement, j'en parlais tout à l'heure, il y a quand même eu un groupe très officiel qui s'est monté avec des spécialistes en 77, je crois, le groupe d'études sur les ovnis, qui est chargé justement de collecter toutes les informations pour essayer de voir, de démêler le vrai du faux. Et vous avez l'air de penser que ces gens-là font tout au contraire pour essayer de freiner la manifestation de la vérité. Ben, disons que le résultat n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait en espérer. En particulier, il y avait un groupe de sages, de 7 sages, qui étaient censés chapeauter ce travail-là. Et ce groupe a été dissous en décembre 88 sans avoir rendu de rapport final. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui, déontologiquement, est assez surprenant, quoi. Alors, vous pensez qu'il y a une pression et qui viendrait d'où? Est-ce qu'il y a un lobby, des militaires, des politiques, des scientifiques, de tous ensemble réunis pour que jamais on ne puisse parler des ovnis? Ben, si vous voulez, moi je me suis beaucoup posé cette question-là parce que c'est la question centrale. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de difficultés sur un sujet pareil? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de table ronde? Pourquoi on ne peut pas avoir de colloque sur le sujet? Pourquoi est-ce que les scientifiques ne peuvent pas se réunir? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer au sein du CNRS un groupe de réflexion serein pour étudier une chose comme celle-là? Et l'interprétation que j'en donne, c'est que finalement,
Que ce soit un individu, une société, c'est un système organisé de croyances. Et vous-même, moi-même, on est des systèmes organisés de croyances. Mais vous, par exemple, vous y croyiez au début aux ovnis, et c'est peut-être parce que vous croyez aux ovnis que vous voulez absolument avoir la manifestation de votre croyance, la confirmation? Non, le mot croire n'est pas une attitude scientifique. Vous voyez? Moi, je crois que le sujet est intéressant. Maintenant, le mot « croyez-vous ou ne croyez pas aux ovnis », ce n'est pas une question à poser à un scientifique. Un scientifique, c'est quelqu'un qui mesure, c'est quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui simule. Mais il faut le voir comme un juge qui instruit un dossier. Je reformule ma question. Oui. Au vu de vos observations, de votre travail depuis maintenant près de 20 ans, est-ce que vous pensez que les ovnis existent? Et je pense qu'il y a une fourchette de possibles et que cette fourchette de possibles doit être examinée. Et si vous voulez, moi, une réponse claire, je dirais que la possibilité d'incursion extraterrestre n'est pas à exclure. Voilà. Alors, il y a dans votre livre, justement, un cas qui est très troublant, qui n'est pas très éloigné de nous. C'est le cas de Trans-en-Provence. Parlez-nous de ce qui s'est passé à Trans-en-Provence. Eh bien, Trans-en-Provence, ça remonte à 8 ou 9 ans. Il y a un témoin qui est un retraité italien qui a vu un objet, enfin qui dit avoir vu un objet percuter le sol de son jardin et qui après s'est envolé. Bon, une enquête a été faite à la suite d'indiscrétion de sa femme, d'ailleurs, qui a prévenu une voisine dont le mari était gendarme. Donc visiblement, ce n'était pas quelqu'un qui cherchait à se faire absolument mousser, pas. Hein, Il n'a pas fait de livre, il n'a pas créé de secte, ni quoi que ce soit. C'est vraiment le témoin fiable. Bon. Alors cette maquette n'est pas tout à fait conforme, hein. C'est pas tout à fait ça. Ça non. Il y avait une sorte de face plane, comme ça ici, de bande plane, Mais la dimension, c'est à peu près ça. La dimension, oui, pourquoi? Là, ça vient un peu plus un peu plus plat, mais la largeur et la hauteur, c'était à peu près ça. Oui, moi, c'est 50 environ, oui. Tout, là, ça passait. Et la couleur, c'était bon aussi. Oui. Et il n'y a pas eu de poussière, alors? Il n'y a pas eu de poussière ou... Non, juste une idée de poussière. Juste quelque chose comme ça. Et là, il est descendu du pain, là-haut? Ah, moi, quand j'ai l'aperçu, moi, qu'elle est en train de travailler, là. Oui, oui. L'aperçu, là. Avec un très faible sifflement. Oui, un petit sifflement, comme un divan. Et à la suite de ça, le hasard a fait que Michel Bougnas, qui est directeur de recherche à l'Institut national d'agronomie, a fait une étude assez fouillée et sans a priori, puisqu'il n'était pas spécialement intéressé par le sujet, sur les traces biochimiques que cet objet-là avait laissées sur le sol. Et il en est ressorti quelque chose d'objectif assez intéressant. Et alors, la logique aurait voulu que, étant donné qu'on arrivait à attraper quelque chose de ce phénomène, on systématise ce genre d'études. Après Trans, on n'a plus fait ce genre d'analyse parce que ça demande des moyens, ça demande de l'argent. Et s'il y a une chose qui devrait être faite actuellement, c'est bien de rendre ça opérationnel, d'être capable de réagir en temps réel sur une chose. Et quand vous dites que c'était, il y avait une vraie observation, c'est-à-dire qu'on a observé que beaucoup plus tard, il y avait toutes les plantes de l'endroit où s'était posée la soucoupe, entre guillemets, avaient observé un déficit en carotène, en chlorophylle. Mais ça ne se voyait pas le nu, c'est ça qui est intéressant. Et ceci dit, on est retourné avec Bougnas il y a 3 mois sur les lieux. Vous avez la masse de végétation et vous avez la trace de 2,50 m où la végétation est 7 à 8 fois plus maigrichonne. Et il ne peut pas y avoir d'autres explications Mais il faudrait les chercher, on ne les cherche pas. Je veux dire, la recherche, c'est comme, vous avez un procès. Imaginez un juge d'instruction qui dit « je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, je n'ai personne ». Comment instruire un procès? Si on ne l'instruit pas, on ne pourra jamais proférer un jugement valable. Et vous avez l'air de penser que les politiques eux-mêmes, dont vous dites qu'ils sont maîtres en désinformation, font tout pour bloquer. Mais pour quelles raisons? Si vous voulez, je crois qu'il faudrait prendre un petit peu le contre-pied de cette chose-là. Je pense qu'actuellement, il y a suffisamment de choses qui ont été faites et les compétences des gens sont suffisamment claires. On devrait créer, à l'intérieur du CNRS, un groupe d'études des ovnis. On devrait pouvoir faire une chose pareille. Ça n'a rien de choquant, ça n'a rien d'indécent. Voilà, en tout cas, si vous adhérez à la thèse de Jean-Pierre Petit, vous pouvez d'abord lui écrire, signer une pétition même pour qu'il ait droit à l'intérieur du CNRS de monter cette équipe, et puis lire son livre, Enquête sur les ovnis, chez Albin Michel. Il avait fait ça aussi, il n'y a pas très longtemps, à destination plutôt des enfants, ou même, disons, Non, c'est plutôt... Pour tout le monde. Pour tout le monde. En tout cas, c'est une bande dessinée assez claire, qui s'appelle le Mur du silence, ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis une autre petite bande dessinée, puisque c'est un homme qui est passionné de pédagogie, de didactisme.